Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus et on se retrouve pour une vidéo consacrée encore à une critique de parc, mais cette fois-ci peut-être une critique très attendue, c'est la critique du Disneyland Park de Californie, donc le tout premier parc Disney. Ça va être une critique qui va être assez longue, ça va être une critique qui va être plutôt basée, enfin, où on va vraiment voir land par land. C'est plus simple que d'aller dans tous les sens. Donc à chaque fois, on verra la thématisation, les attractions, etc. Mais vraiment par land. Donc ça va vraiment être assez long. Mais je pense que si c'est aussi long, c'est parce que la critique va être, je pense, intéressante et surtout que le parc en vaut la peine. Alors, eh bien, on va commencer déjà de manière générale. Évidemment, le Disneyland Park de Californie, c'est un monument national. C'est un endroit relativement apprécié des Américains et des fans Disney. C'est le tout premier parc de Disney, le seul et l'unique dans lequel Walt Disney a marché, le seul et l'unique où on va retrouver toutes les attractions qui ont été inventées par Walt Disney. C'est un parc qui a vu beaucoup d'attractions, certaines sont toujours là, d'autres ont disparu. C'est un parc qui a vu évoluer des attractions de 1955 à 1966, toute la période où Walt Disney était dans le parc, il y a eu de sacrées évolutions. C'est un parc qui a vu les premiers animatroniques, qui a vu la naissance des attractions comme Pirates des Caraïbes ou Haunted Mansion. C'est un parc qui a connu des extensions très intéressantes, un New Fantasyland, un Mickey's Toontown. C'est le parc qui a vu naître l'une des attractions les plus fantastiques jamais conçues, Indiana Jones Adventure. C'est un parc où on y trouve beaucoup de choses à faire et il y a cette touche Disney véritablement palpable. Quand je parle de touche Disney, je parle de l'homme de Walt Disney à travers le parc. C'est quelque chose qui est très difficile à décrire, mais qui se ressent. On a l'impression de ressentir son âme. Alors c'est pas parce qu'on est passionné qu'on dit ça, ni parce qu'on est bête ou complètement fou, mais c'est vraiment quelque chose qui se ressent. Voilà, moi je l'ai ressenti. Ajouter à cela un parc assez petit en termes de taille, avec énormément de choses, mais ça n'empêche pas que le parc est petit et qu'on a un côté plutôt intimiste qui se dégage, et ça c'est très agréable, extrêmement agréable pour une visite dans un parc, de sentir ce côté très chaleureux, très intimiste. On a l'impression d'être dans un petit cocon, d'être bien chez soi. Donc là aussi ça ajoute à une ambiance particulière, ça ajoute au parc une ambiance particulière, unique parce que voilà, Disneyland Park est vraiment unique. Euh, et voilà, et puis bon, bien sûr, Main Street, la lampe de Walt Disney qui est allumée en sa présence au niveau de son appartement, toutes ces choses-là, c'est vraiment unique à vivre. Il n'y a que là qu'on peut trouver ces éléments, et finalement, c'est ça qui fait que le parc est singulier. Disneyland Park, c'est le vrai parc Disney, quoi. C'est le parc historique, c'est le vrai parc Disney qui a extrêmement bien évolué avec le temps, et qui reste un incontournable, qui reste un peu la Mecque des parcs Disney. En tout cas, c'est véritablement un immanquable lors d'un séjour en Californie. California Adventure, le deuxième parc, est immanquable aussi, et les deux parcs créent vraiment un resort qualitatif en termes d'attraction, mais aussi quantitatif, et c'est vrai que voilà, il y a vraiment de quoi faire, mais le parc Disney, le Disneyland Park de Californie est tout à fait exceptionnel. Alors, quand on arrive dans ce parc, et on va commencer par Main Street, donc, quand on arrive dans ce parc, on arrive devant le train, la gare de Main Street, on voit le train, on voit un petit Mickey en fleurs tout petit. C'est assez drôle parce que là on sent qu'on a affaire à un parc où tout est beaucoup plus petit par rapport à Disneyland Paris. Et Main Street, bien sûr, c'est une rue qui à la fois est
très ressemblante à Disneyland Paris. Évidemment, on va avoir beaucoup de choses en commun, mais on va avoir beaucoup de choses de différents aussi. Les façades sont moins travaillées, sont plus plates. Mais c'est pas pour ça qu'elles sont pas bien. En réalité, ça crée une autre dimension. On est là dans quelque chose d'un petit peu plus petit, d'un petit peu plus intimiste, comme je le disais. Et Main Street, c'est ça. C'est un Main Street extrêmement chaleureux, extrêmement intimiste, où on a l'impression de rentrer dans une petite maison de Barbie et tout est parfait, tout est posé là et il y a le sens du détail, mais le sens du détail à l'époque. Et ce qui est incroyable, c'est de voir que finalement ce Main Street là est le Main Street auquel Walt Disney a pensé. C'est le Main Street finalement le plus proche de sa vision, le plus proche de son enfance. Hein, Main Street étant la vision de la ville où Walt Disney a grandi. Donc, euh, donc voilà, on a cette impression que tout est un peu fragile, mais à la fois on est ébahi par la beauté des lieux et par l'histoire de Main Street. C'est un Main Street qui est très 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 charmant. Euh, voilà, vous avez le City Hall et juste à côté vous avez l'appartement de Walt Disney. Et là, c'est quelque chose qui est totalement incroyable. Vous êtes devant cet appartement, un appartement où il a vécu. Ça a été d'ailleurs l'une des premières attractions qu'il a, enfin, des premières infrastructures qu'il a construit dans son parc pour pouvoir suivre l'avancée des travaux. Donc, euh, donc c'est un lieu que Walt Disney a arpenté des centaines de fois. Son appartement, la petite lumière qui est allumée, c'est quelque chose qui est absolument incroyable et qu'on vit, on vit et c'est vraiment voilà, on ressent beaucoup d'émotions face à ça. Alors dans Main Street, qu'est-ce qu'on va trouver? Grosso modo, bah, on va trouver bien sûr beaucoup de boutiques, beaucoup de restaurants, euh, mais on va trouver aussi bien sûr quelques attractions, à commencer par le train, évidemment, le train qui fait le tour du parc. Ce train est l'essence même du parc finalement, hein, l'une des premières attractions imaginées par Walt Disney. On va avoir les véhicules de Main Street, énormément de véhicules de Main Street qui vont s'entrecroiser. On va avoir aussi Great Moments with Mr. Lincoln, qui est quand même le tout premier animatronique humain. Donc là aussi, on a déjà, dès finalement l'arrivée à Main Street, on a déjà quelque chose d'historique. Le premier animatronique humain, Abraham Lincoln. Donc voilà. Et finalement, tout le parc est un peu comme ça. C'est-à-dire que on ressent l'historique, on sent que les choses sont ce qu'elles sont. Voilà, c'est difficile à décrire parce que il faut vraiment le vivre pour comprendre en fait. Euh, Bon, ensuite on arrive devant le château, ce tout petit château qui est absolument magnifique, un charme incroyable, un sens du détail aussi. On n'a pas la beauté du château de Disneyland Paris ou l'élégance du château de Disneyland Paris, mais c'est un château qui est tellement mignon. Vous savez, dans ce parc, tout est mignon, tout est très travaillé, mais à la façon Disneyland, à la façon... voilà, c'est un château qui est tout sauf moche, tout sauf rikiki. Il est petit, ce château, mais ça passe très bien. Ça va avec le reste, ça va avec le petit Main Street. Si on a vu un gros château au bout, peut-être que ça aurait fait bizarre, peut-être que ça n'aurait pas été. Là, le petit château, c'est le château de Walt Disney. C'est le château inventé par Walt Disney. Et voilà. Et autour, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le petit puits à souhait avec Blanche-Neige. Vous entendez Blanche-Neige qui chante. Vous avez les sept nains en statue. Vous avez des petites chutes d'eau. C'est extrêmement agréable. C'est extrêmement sympa. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, c'est un château qui ne choque pas par rapport à la dimension, à la taille du parc, par rapport à l'histoire du parc. Ça ne choque pas. Voilà. C'est un très 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 beau château avec un petit hub extrêmement agréable. Donc on viendra après à Fantasyland, on va se diriger vers Tomorrowland maintenant. Alors c'est peut-être l'endroit le moins convaincant. Tomorrowland a énormément subi de changements au cours depuis 1955, hein, au cours de sa vie, si j'ose dire. Donc c'est un land qui a sûrement été cohérent, mais qui ne l'est plus actuellement. On trouve des anciens vestiges d'attractions qui n'existent plus. On voit par exemple des rails les rails du People Mover
qui n'existe plus à Disneyland. L'attraction existe au Magic Kingdom mais plus à Disneyland. Donc on a comme ça des espèces de vestiges, voilà, on va avoir des vestiges du bâtiment où était le Carousel of Progress, qui est pareil, qui a été au Magic Kingdom, qui a été transféré au Magic Kingdom. Donc on sent par-ci par-là des attractions qui ont été là, et ça se sent. Alors c'est pas désagréable parce que ça montre la valeur historique du lieu, mais ça crée de l'incohérence. Alors qu'est-ce qu'on va trouver concrètement à Tomorrowland? On va trouver Star Tours, qui est la même chose qu'à Disneyland Paris. On va trouver Buzz l'éclair, pareil, hein, même chose. Space Mountain ici, sans looping, un Space Mountain qui est donc avec uniquement des rails de coaster classiques, sans inversion, sans looping, etc. On va trouver Autopia, un Autopia très agréable pour le coup, avec un beau paysage, une belle longueur en termes de circuit, et de beaux paysages parce que finalement dans ce Tomorrowland, il est parfois un peu froid, parfois pas très beau, mais il y a quand même un coin qui est assez joli dans ce Tomorrowland, c'est le coin où vous avez en fait vous avez Nemo, donc vous avez un bassin où vous avez l'attraction Nemo, donc vous pouvez voir le bassin depuis Autopia et vous avez la montagne enneigée de Fantasyland que vous pouvez voir depuis Tomorrowland qui reflète dans l'eau des bassins de Nemo. Donc finalement ça reste extrêmement joli visuellement et encore une fois extrêmement charmant, extrêmement convaincant. Il y a aussi le monorail dans Tomorrowland. Vous pouvez prendre le monorail fait le tour du resort. En fait, vous pouvez vous rendre, par exemple, au Downtown Disney, qui est l'équivalent du Disney Village. Voilà. Donc, l'attraction Nemo, bah, c'est une attraction où vous allez plonger dans le monde de Nemo grâce au sous-marin. Donc vous pouvez, grâce à une sonde, entendre parler les animaux. Donc au départ, vous êtes sur une expédition qui est classique. Et puis bien sûr, il y a les personnages de Nemo qui arrivent. Et là, vous allez revivre l'histoire de Nemo parce que vous allez avoir une sonde qui va, selon l'histoire, vous permettre d'entendre parler les poissons. Donc c'est une attraction qui est très sympa, avec de beaux effets et vraiment une belle, comment, de beaux décors, une belle mise en scène et voilà, c'est plutôt sympa, sans être l'attraction du siècle, mais ça reste très très sympa. Donc voilà, encore une fois, Tomorrowland, bon, n'est pas forcément extraordinaire, mais a de bons côtés, notamment ce coin-là qui est visuellement très joli, vraiment très très joli. Euh, on peut passer à Adventureland aussi, si vous voulez. Allez, Adventureland. Adventureland, c'est quoi? C'est qu'une seule allée. C'est une seule allée, c'est pour montrer l'étroitesse du parc, et pourtant, cet Adventureland est absolument dépaysant. On n'a pas du tout l'impression d'être en Californie, la thématisation est très poussée, on a l'impression d'être vraiment dans la jungle, en Afrique, on a l'impression d'être seul au monde, alors que c'est qu'une seule allée, dans une seule rue. La thématisation est optimisé à souhait. Il y a un vrai sens du détail. C'est un Adventureland qui est assez incroyable à ce niveau-là. Franchement, nous, on a un excellentissime Adventureland à Disneyland Paris. Eux, ils ont une rue et ils ont arrivé à non seulement avoir des choses très intéressantes, mais à avoir une thématisation extraordinaire avec une seule rue. C'est assez incroyable. C'est vraiment saisissant. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Jungle Cruise, bien sûr. Attraction très sympathique, bien qu'un peu vieillissante, mais bon, c'est quand même là aussi une attraction emblématique de ce parc, une attraction d'origine. Ça reste véritablement quelque chose de tout à fait, tout à fait intéressant dans ce parc, qui vraiment fait partie de son identité. On va trouver Enchanted Tiki Room, la première attraction utilisant des audio animatroniques. Elle est encore là à Adventureland. Et c'est une attraction très agréable, bien qu'un peu ancienne là aussi. Mais quel bonheur d'avoir cette attraction qui finalement, à elle seule, marque le début d'un vrai tournant dans les parcs Disney, avec donc ces fameux audios animatroniques. On va trouver bien sûr Indiana Jones Adventures, qui est pour moi l'une des meilleures attractions en tout cas du resort et jamais créée par Disney, une attraction ambitieuse, grandiose, impressionnante qui va renforcer le côté aventure. Et là aussi c'est incroyable parce qu'on a le temple qui est camouflé
et on doit traverser un couloir énorme pour rejoindre le bâtiment principal. Mais tout ça, ça se fait dans la plus pure des traditions Disney avec une thématisation parfaite. C'est parfait. Euh, Ensuite, on a la cabane de Tarzan, qui est très sympa, qui permet de revisiter un petit peu les fameuses treehouse. Et là aussi, quoi, c'est tellement joli, c'est tellement charmant, cette petite cabane de Tarzan, avec en son pied le camp d'exploration de Jane et de son père. Voilà, encore une fois, le sens du détail est là, et c'est très, très agréable. Alors ensuite, on a New Orleans Square. New Orleans Square, mon Dieu, cet endroit est magnifique et magique. Là aussi, c'est très intimiste. Donc New Orleans Square, c'est le premier ajout, la première addition qui avait été faite par Walt Disney dans son parc. Walt Disney qui avait adoré la Nouvelle-Orléans et qui avait voulu ramener finalement l'ambiance de la Nouvelle-Orléans à Disneyland. C'est extrêmement bien retranscrit. Vous avez des ruelles magnifiques, très serrées, avec les fameux balcons en fer forgé, les fameux voilà qu'on trouve à la Nouvelle-Orléans, notamment dans le quartier français. C'est encore une fois, c'est tellement détaillé, c'est tellement intimiste, c'est tellement joli. Vous avez tout ça, cette ambiance Nouvelle-Orléans qui est vraiment très présente, et vous avez les Rivers of America qui sont là, et donc vous voyez passer le fameux Mark Twain, le bateau à aube, vous voyez passer depuis la Nouvelle-Orléans. Ça donne un vrai cachet à cet endroit du parc, ça donne du réalisme également, c'est absolument incroyable, et ça, avec si peu de place, Disney a réussi le tour de force de nous immerger totalement. Les zones sont petites et elles nous immergent à la perfection. Et c'est ça qui est surtout vraiment le génie de ce parc. Alors, on va avoir deux attractions emblématiques dans New Orleans Square. On va avoir Pirates des Caraïbes, qui est pour moi la meilleure version qu'on puisse trouver. Une version longue, plus de 15 minutes, des scènes élaborées, une maintenance exemplaire. Vraiment, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Il y a tellement de tours à faire pour pouvoir y découvrir tous les détails. C'est la vraie attraction Pirates des Caraïbes. C'est que Walt Disney n'a malheureusement pas pu voir finaliser. Mais c'est tellement une attraction historique. Pareil pour la Haunted Mansion. Une attraction magnifique. Très différente de Disneyland Paris. Qui va s'intégrer dans la Nouvelle-Orléans avec une façade propre qui reflète un manoir style louisianais. Mais à l'intérieur, c'est évidemment l'horreur, si j'ose dire, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement modernisé aussi. Hein, les attractions, pratiquement tout était modernisé. Ça, c'est important de le signaler. Mais voilà, on a vraiment une très très bonne version de The Haunted Mansion. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Ensuite, on a Frontierland. Frontierland, c'est pareil. Frontierland, c'est tout petit, mais on se sent tellement dans le Grand Ouest, on se sent tellement dépaysé. On a un côté un petit peu plus réaliste par rapport aux autres Frontierland, un côté un peu plus historique aussi peut-être. Mais on a ces petites boutiques de Frontierland avec ce ponton en bois qui donne l'impression qu'on est vraiment dans le désert, dans un désert aride. On a évidemment le côté mexicain avec un restaurant qui fait penser au Fuente del Oro, qui à Disneyland Paris, qui est quasiment la même chose. On a une vraie végétation qui va nous faire penser au désert aride. C'est tellement bien réalisé. Et pourtant, dans ce Frontierland, qu'est-ce qu'on a vraiment en attraction principale? On a Big Thunder Mountain. Là encore une fois, Big Thunder Mountain est impressionnant, mais pas trop imposant, parce que on reste dans le côté intimiste. Mais l'attraction est là aussi excellente. C'est une très bonne version de Big Thunder Mountain qui secoue pas mal. J'aurais pas pensé, mais elle secoue pas mal. Elle va pas aussi vite qu'à Paris, mais elle secoue quand même pas mal, et c'est quand même très très fun. Et la scène explosive marche à merveille là-bas. Voilà, encore une fois, Frontierland, tout comme New Orleans Square, tout comme Adventureland, montre que l'étroitesse du parc n'est pas un problème, et qu'ils réussissent avec l'espace qu'ils ont, ils ont réussi à nous immerger complètement avec un vrai sens du détail. C'est quand même assez impressionnant. Critter Country, dans le prolongement de Frontierland, qui là aussi a un côté très rustique, mais un peu plus dans la fantasy. Donc là, on va retrouver quoi? On va retrouver Splash Mountain.
une attraction qui est quand même assez extraordinaire. Splash Mountain, vraiment un long dark ride, de beaux animatroniques. Enfin voilà, encore un gros hit qu'ils ont là à Disneyland Park. Et Critter Country, c'est tellement mignon. C'est tellement mignon, c'est très rustique. Vous avez le train qui passe à un moment donné. Déjà, bon, tout est thématisé autour de Splash Mountain. Donc, on a beaucoup de, beaucoup de choses en bois, avec de la pierre qui ressort. Voilà, pour faire penser à Splash Mountain. À un moment donné, vous avez un pont. Et sur ce pont en bois passe le train. C'est tellement charmant. On se croirait dans un petit. Dans un je sais pas, dans un magasin de jouets, je sais pas, c'est tellement mignon. Et puis, vous avez bien sûr le Dark Ride de Winnie l'ourson, qui est pas exceptionnel, mais qui a le mérite d'être là, qui va renforcer un petit peu l'identité du land. Et avec une petite zone Winnie qui est des plus agréables. Donc là aussi, Critter Country, c'est un petit land extrêmement sympathique. Ensuite, on a Fantasyland. Derrière ce château de la Belle au Bois dormant que l'on peut d'ailleurs visiter, il y a un parcours pédestre qui permet de visiter le château. Et là, les scènes sont superbes parce que c'est vraiment des scènes avec de très beaux effets spéciaux. Et la Fantasyland, bah, on ressent toute la magie du Fantasyland de Disneyland Paris, mais avec en plus de ça, ce côté très intimiste. C'est un petit Fantasyland, mais ça fonctionne tellement bien. Les façades des attractions qui ont été reprises à Disneyland Paris ensuite, le sens du détail, toutes les attractions sont très belles. Grosso modo, c'est le même qu'à Disneyland Paris en termes d'attractions. Après, on a par exemple Alice qui est un magnifique dark ride ici, très beau dark ride. On a Mr. Toad qui est l'un des tout premiers dark rides des Fantasyland, qui est toujours là. Si ça, c'est pas historique, hein, franchement. On se balade dans ce Fantasyland avec tous ces petits dark rides. On voit bien sûr le pays des contes de fées, qui est donc la version de Disneyland, qui est très belle, plus ancienne qu'à Paris bien sûr, mais qui donne un vrai cachet à Fantasyland. Mais ce qui donne le gros cachet à Fantasyland pour moi, c'est la montagne enneigée. Cette montagne enneigée, par exemple, quand vous regardez les façades de Peter Pan's Flight et que derrière au loin vous avez la neige, c'est tellement beau, c'est tellement charmant, c'est tellement réussi que on se dit waouh quoi. Donc voilà, donc le Matterhorn c'est donc un, un, un roller coaster avec des avec des luges, hein. On est en fait dans des bobsleighs, c'est extrêmement fun. Et là aussi, on se dit qu'on est en train de rider le premier coaster Disney. Donc à chaque fois, tout nous ramène à l'histoire. C'est assez incroyable. It's a Small World, qui est absolument magnifique, avec la vraie façade, celle de Mary Blair. Donc j'avais fait, il y a quand même quelques temps déjà, une vidéo sur l'histoire de It's a Small World. Et là, c'est pareil. Vous avez vraiment quelque chose d'excellentissime. Un Small World qui est long, qui est au niveau des scènes relativement détaillé, avec les personnages Disney qui sont tout à fait... Enfin, personnellement, c'est pas un problème, les personnages Disney sont très bien intégrés. Donc voilà, c'est parfait. Il y a la salle de spectacle, où est joué un spectacle avec Mickey, qui est un petit peu l'ancêtre de Mickey le magicien. C'est un petit peu des spectacles. Enfin, c'est grâce à ce spectacle-là qu'il y a eu ensuite les autres spectacles comme à Hong Kong Disneyland ou à Paris, hein, du style Mickey le magicien. Mais voilà, ça reste un très beau spectacle. Mickey and the Magical Map, c'est vraiment un très beau spectacle. Et puis, ensuite, quand on s'enfonce un peu dans Fantasyland, on a, comme un peu le pays des contes de fées, on traverse sous le Disneyland Railroad. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Mickey's Toontown. Magnifique. C'est un land magnifique où tout est démesuré en termes de forme. C'est pas du tout symétrique, c'est extrêmement bordélique, c'est très coloré. Les sons sont superbes, il y a beaucoup d'interactivité. Vous avez d'un côté la ville où il y a vraiment tout, hein. La mairie, l'école, la prison, la gym, la poste, tout ce que vous voulez. Et puis d'un côté vous avez les habitations avec la maison de Mickey, la maison de Minnie. Mais là aussi c'est d'un charme incroyable. Le land n'est pas grand, mais c'est extrêmement charmant. Alors vous allez trouver aussi le Dark Ride sur Roger Rabbit, qui est important de souligner, qui est pas exceptionnel mais qui est très sympa, euh, avec d'ailleurs une très belle file d'attente. Euh, et voilà. Et que dire de ce parc finalement? Que dire de ce parc? C'est génial, c'est excellent. Voilà, il y a Star Wars qui va arriver.
Star Wars risque d'être le land le plus grand du parc par le fait. Donc du coup, je pense qu'on va perdre le côté intimiste avec Star Wars Land, mais ça sera évidemment un land extrêmement bienvenu parce que c'est un parc qui a besoin de s'agrandir malgré tout un petit peu. Donc ça va être superbe. Pourquoi pas imaginer l'arrivée de Frozen aussi hein, à Fantasyland parce qu'il y a encore de la place, hein, notamment il y a toute une zone vide au niveau entre Small World et le Matterhorn, donc je pense qu'ils peuvent y caser un Dark Ride sur Frozen. Je sais qu'il y a des rumeurs de New Fantasyland qui sont là et qui commencent à prendre un peu d'ampleur sur le net, mais en tout cas c'est un parc, peu importe l'avenir, on sait que c'est un parc qui est sûr auprès des guests, c'est une vraie valeur sûre Disneyland Park. On est sûr d'y passer une magnifique journée. Et en plus de ça, on a les spectacles nocturnes. Donc moi j'avais vu la Paint the Night Parade qui avait été faite pour les 60 ans. Et je peux vous dire que la Paint the Night Parade, c'est une parade extrêmement moderne, avec vraiment de magnifiques chars. Mais où vous avez carrément les yeux des personnages qui sont animés. Les personnages sont animés sur les chars. Les chars sont animés. Les effets spéciaux sont bluffants. C'est une parade qui est extrêmement moderne, mais qui est quand même suffisamment magique pour rester dans le côté nostalgique de la parade électrique, par exemple. Et puis il y a Fantasmic. Alors Fantasmic, je n'ai jamais vu un spectacle nocturne aussi beau que Fantasmic. En plus sur les Rivers of America, ça crée vraiment un côté intimiste parce qu'encore une fois, on est proche de l'action. On n'est pas dans un grand amphithéâtre comme à Disney World par exemple, on est vraiment proche des berges de Rivers of America. Donc voilà, Fantasmic se joue vraiment devant nous quoi. Et c'est absolument bluffant, Fantasmic, complètement dingue. Quel magnifique spectacle nocturne qui allie des personnages, des effets spéciaux, de la musique, des feux d'artifice, des beaux effets pyrotechniques, un dragon exemplaire et extrêmement impressionnant. Donc voilà. C'est ça Disneyland, c'est tout ça. Et c'est chaque land a son charme, son intimité, son sens du détail assez poussé, vraiment. C'est ça avec à la fois le côté historique partout. Vous êtes dans le vrai Main Street, vous êtes dans le New Orleans Square de Walt Disney, vous êtes dans le Fantasyland de Walt Disney. Vous êtes là où il a vécu, vous êtes chez lui, vous êtes chez Walt Disney. Vous êtes dans la vision la plus proche possible qu'il avait des parcs Disney, enfin de son parc, puisque c'est le sien. Donc on peut pas inventer, ça ne s'invente pas. Euh, Même Fantasyland a été repris après par Ronnie Baxter pour être au plus près possible de la vision qu'en voulait Walt Disney. Mickey's Toontown était une légende que Walt Disney avait créé, et finalement c'est aussi devenu réalité. Donc on a continué ses rêves dans ce parc, c'est-à-dire que non seulement on a la base qui est la base de Walt Disney, la base des attractions classiques qui ont vu le jour, qui ont évolué dans ce parc, mais aussi toutes les légendes et les rêves de Walt Disney ont été réalisés dans ce parc, même après sa mort. Donc ça c'est quelque chose qui est important de souligner, parce que ça montre une chose, ça montre que le parc reste très proche de la vision de Walt Disney, de la volonté de Walt Disney, et que aujourd'hui les fans et les gens qui aiment ce parc sont soucieux de ça, sont très soucieux de ça. Donc c'est un parc pareil, qui est très beau, où la maintenance est plutôt très bonne. C'est pas un parc qu'on laisse se dégrader, c'est un parc qui a été dégradé à un moment donné. Donc on veut plus ça, on veut plus salir cette image-là, et c'est un parc qui restera, je pense, encore très longtemps, très longtemps, comme un exemple. Et de toute façon, c'est la base, c'est les bases de Disney, c'est les bases d'Imagineering, c'est les bases de la conception d'un parc de type Royaume Enchanté. C'est là que où tout est parti, c'est là où on a compris ce que c'était qu'un parc Disney, un Disneyland, et c'est là qu'on a vu pour dupliquer ensuite ailleurs dans le monde. Donc, donc voilà, c'est véritablement un endroit exceptionnel, charmant, intimiste, très émouvant, très particulier, avec une vraie valeur historique, et ça n'a pas de prix.
Donc voilà, pour moi il n'y a pas de défaut dans ce parc. On peut pas dire que le Main Street est un défaut ou que le château est un défaut. C'est pas un défaut, ça fait partie de l'identité du parc. En vrai, c'est magnifique quand on le voit vraiment. Tout est très beau et tout est très cohérent. Bon, il y aurait Tomorrowland qu'il faudrait, je pense, retravailler. Ça serait, allez, le seul défaut majeur de ce parc, ça serait Tomorrowland. Mais le reste, comment on peut, comment on peut avec autant de charme, autant de quantité et de qualité, dire que c'est un parc qui a des défauts. Non, c'est un parc qui est magnifique, qui est très beau, qui est très fonctionnel, qui respire l'authenticité, et puis voilà quoi. C'est la magie d'un lieu chargé d'histoire, chargé d'un passé incroyable d'attractions superbes, et voilà. C'est véritablement un endroit à visiter incontestablement. Donc voilà pour cette critique de ce parc exceptionnel qui est le Disneyland Park de Californie, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.